Atlantic City, New Jersey. Convention Hall, 22 novembre 1986. Vendredi après-midi, 14h30. La pesée officielle pour le combat de championnat du monde des poids lourds, WBC. L'air est saturé d'attente et de testostérone. Les photographes se bousculent pour les meilleurs angles. Les journalistes sportifs hurlent des questions. Les promoteurs sourient aux caméras. C'est le cirque qui précède chaque grand combat, le théâtre qui vend du pay-per-view et remplit les arènes. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent dans l'air. Quelque chose que les vétérans présents ne parviennent pas à identifier pleinement. Une tension qui dépasse le spectacle habituel de bravade. Au centre de la scène se tient Trevor Berbick, 32 ans, 1,88 m, 102 kg de muscles denses et d'expérience brutale. Le champion du monde WBC, en titre des poids lourds. L'homme qui a battu Muhammad Ali lors du dernier combat de la légende. L'homme qui a mis KO Pinklon Thomas pour conquérir la ceinture. Il est détendu, confiant, presque ennuyé, vêtu d'un peignoir rouge avec son nom brodé en doré. Ses yeux balayent la salle avec l'arrogance de celui qui a tout vu, tout combattu, tout survécu. Il est le prédateur alpha. Il est le roi. Et il le sait. À seulement 3 mètres de lui se trouve Mike Tyson. 20 ans. 1,78 m. 100 kilos, mais paraissant bien plus massif à cause de la façon dont sa masse musculaire était répartie. Un cou de 51 cm qui semble taillé dans le granit. Des épaules qui descendent en angle défiant l'anatomie normale. Pas de peignoir, pas de pompe. Juste un pantalon de jogging noir et une serviette jetée sur les épaules. Pas de sourire. Pas de pose pour les caméras. Ses yeux sont fixés sur un point au sol, mais tous dans la salle ressentent l'énergie qui émane de lui. Une énergie qui n'est pas de la nervosité. C'est quelque chose de plus ancien, de plus primordial. C'est la faim. Berbick monte sur la balance en premier. Le poids officiel est annoncé, 102,5 kg. Il descend, fléchit les bras, sourit aux caméras. Le champion est en forme. Le champion est prêt. Le champion est confiant. À présent, c'est au tour de Tyson. Il enlève la serviette, monte sur la balance pieds-bouts nus. L'annonce arrive, 100 kilos pile. La salle murmure. Tyson est plus petit, plus léger, plus bas. La différence de taille est évidente lorsqu'il se place côte à côte pour les photos obligatoires. Berbick doit légèrement baisser les yeux pour croiser le regard de Tyson. Et c'est à cet instant que quelque chose change. Berbick sourit. Ce n'est pas un sourire amical de compétition sportive. C'est un sourire de moquerie, de mépris. Il toise Tyson de haut en bas, comme on évalue un produit défectueux. Puis il se tourne vers les journalistes et déclare assez fort pour que tout le monde entende. « Regardez-le. C'est un enfant. Un petit garçon qui essaie de jouer avec les grands. » La salle se tend. Les photographes se rapprochent, sentant que quelque chose est sur le point d'arriver. Berbick continue, nourri par l'attention. « Il n'atteint même pas mon menton sans sauter. Je vais devoir me pencher pour qu'il me touche. » Des rires nerveux résonnent dans la salle. Certains des journalistes les plus expérimentés cessent de rire. Ils ont vu les entraînements de Tyson. Ils savent que provoquer cet homme précis est une erreur. Berbick, cependant, est trop confiant pour s'en rendre compte. Il pose la main sur le sommet de la tête de Tyson, comme on mesure la taille d'un petit enfant. « T'as quelle taille, gamin ? 1,50 m ? Je vais avoir besoin d'une échelle pour te mettre KO ?» La foule réagit de manière mitigée. Certains rient, d'autres se taisent. Les entraîneurs de Tyson, dont le légendaire Cus D'Amato qui l'a façonné, n'interviennent pas. Ils connaissent Mike. Ils savent ce que ces mots font à l'intérieur de lui. Ils savent que Berbick vient de signer son propre arrêt de mort. Tyson ne réagit pas. Il ne rend pas les provocations. Il ne repousse pas Berbick. Il ne crie pas. Il regarde, simplement. Et c'est ce regard qui aurait dû alerter Berbick. Ce n'est pas le regard de quelqu'un d'intimidé ou d'offensé. C'est le regard d'un prédateur qui catalogue chaque mouvement de sa proie. C'est le regard d'un scientifique étudiant une expérience. C'est le regard d'un exécuteur recevant un contrat. Ses yeux ne clignent pas. Sa respiration reste maîtrisée. Mais quelque chose a changé. La tension dans ses épaules s'est accrue de façon presque imperceptible. Ses doigts se sont crispés une fois, puis relâchés. À l'intérieur de Mike Tyson, une tempête était en train de s'accumuler. Et cette tempête portait un nom, destruction. La pesée se termine. Berbick s'en va en riant, entouré de son équipe, convaincu d'avoir remporté la guerre psychologique. Les gros titres des journaux du lendemain parlent de la provocation du champion. Certains qualifient Tyson d'inexpérimenté, d'autres disent qu'il est hors de sa catégorie. Seuls quelques-uns, ceux qui comprennent vraiment la boxe, écrivent avec inquiétude sur ce qui peut arriver quand on réveille quelque chose chez un combattant comme Mike Tyson. Quand on transforme un combat professionnel en quelque chose de personnel.
quand on attaque non pas la technique d'un homme, mais son essence. Samedi 22 novembre 1986, 21h15. L'arène est pleine avec 11 483 spectateurs payants. Le Convention Hall vibre d'énergie, cris, sifflets, attentes. C'est le moment pour lequel la boxe existe. 2 hommes, un ring, une vérité. Trevor Berbick entre en premier, comme le veut la tradition du champion. Son peignoir brille sous les projecteurs. Il sourit, salue, absorbe l'énergie de la foule. Il est chez lui. Il est le roi défendant son territoire. La musique thème retentit. Il monte sur le ring avec assurance, secoue les cordes, crie à la foule. C'est son spectacle. C'est sa nuit. Puis Mike Tyson entre. Pas de musique élaborée. Pas de show. Juste la marche. Serviette blanche sur la tête. Sans peignoir. Juste le short noir. Il se déplace avec une économie de mouvement hypnotique. Pas de précipitation, mais une intention claire. Chaque pas est calculé. Chaque geste est délibéré. Il monte sur le ring et va directement dans son coin. Pas de pause, pas de salut, pas de théâtre. La foule se fait plus silencieuse. Ils ressentent quelque chose. Quelque chose qui n'était pas présent à la pesée. Quelque chose qui transcende la bravade et le spectacle. C'est la présence d'une violence pure, non diluée, focalisée. L'arbitre appelle les 2 combattants au centre du ring. Instruction finale. Protégez-vous en permanence. Obéissez à mes ordres. Touchez les gants et retournez dans vos coins. Berbick regarde vers le bas, vers Tyson. La différence de taille est toujours là. Berbick est toujours plus grand, plus lourd, plus expérimenté. Il dit quelque chose. Les caméras ne captent pas les mots, mais le mouvement des lèvres est clair. « T'es trop petit, gamin. » Tyson ne répond pas. Il regarde. Ce même regard de la pesée. Le regard qui n'a pas changé en 36 heures. Le regard qui aurait dû être un avertissement. Ils retournent dans leur coin. L'annonceur fait les présentations officielles. Trevor Berbick, le champion. Mike Tyson, le challenger. La foule explose, le gong retentit. Round 1, et ça commence. Tyson n'approche pas. Il explose. Pas de tâtonnement de l'adversaire, pas de prudence du premier round, pas d'étude. Il n'y a qu'attaque. Il ferme la distance en moins d'1 seconde. Berbick tente d'établir son jab, d'utiliser sa portée. Le jab part. Tyson l'esquive d'un mouvement minimal de tête, presque irrespectueux dans son économie. Puis contre-attaque. Un crochet gauche montant comme un pendule inversé. Le son de l'impact est douloureux à entendre. Le corps de Berbick vacille. Ses yeux s'écarquillent. Ça n'aurait pas dû faire aussi mal. Pas si tôt. Pas si fort. Tyson ne s'arrête pas. Il enchaîne. Crochet droit au corps. Uppercut gauche. Direct droit. Chaque coup est lancé avec l'intention de terminer le combat immédiatement. Pas d'accumulation de points. Pas de stratégie à long terme. Il n'y a que destruction. Berbick tente de reculer, d'utiliser le ring, de reprendre son souffle et sa contenance. Mais Tyson coupe les angles avec une précision géométrique. Chaque mouvement de Berbick est anticipé. Chaque tentative de créer de la distance est annulée. Tyson est à l'intérieur, toujours à l'intérieur, transformant l'avantage de taille de Berbick en désavantage. Car de près, la taille n'importe pas. De près, ce qui compte, c'est la puissance et la vitesse. Et Tyson possède les deux en quantité terrifiante. 35 secondes dans le premier round. Berbick tente un double jab pour créer de l'espace. Tyson passe au travers comme de la fumée. Un crochet gauche frappe Berbick à la tempe. Ce n'est pas le coup le plus fort que Tyson ait jamais donné. Mais il est parfaitement placé. Il touche le bouton neurologique qui contrôle l'équilibre et la coordination. Les jambes de Berbick se déconnectent, simplement. Il tombe sur le dos. Ce n'est pas une chute dramatique de chaos cinématographique. C'est l'effondrement d'un système qui a cessé de fonctionner. Comme un immeuble qui implose de l'intérieur. L'arbitre entame le compte. 1, 2. Berbick se relève. Ses yeux sont vitreux, mais il est debout. C'est un champion. Il a déjà été dans des situations difficiles. Il a survécu à Ali, bon sang. Il peut survivre à ça. L'arbitre nettoie ses gants et laisse le combat reprendre. 5 secondes se sont écoulées depuis le knockdown. Tyson n'a pas attendu avec impatience. Il est simplement resté dans le coin neutre, respirant calmement, attendant. Pas de célébration prématurée. Il n'y a que le travail. Et le travail n'est pas terminé. Le combat reprend. Berbick tente de se déplacer latéralement, de créer des angles. Tyson le poursuit. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de répit, pas de miséricorde. Un autre crochet. Berbick titube vers les cordes. Tyson le rejoint là. Combinaison de 4 coups. Droit, gauche, droit, gauche. Le dernier, un crochet droit, touche Berbick parfaitement au menton. Ses yeux se retournent. Il tombe à nouveau. Cette fois vers l'avant, s'accrochant aux cordes. L'arbitre entame un nouveau compte. 3, 4. Berbick se relève encore.
Ses instincts de survie, forgés en 37 combats professionnels, le forcent à continuer. Mais il ne combat plus. Il survit. Et même cela dépasse désormais ses capacités. L'arbitre regarde dans les yeux de Berbic, cherche la conscience, la capacité de défense intelligente. Il ne trouve que confusion. Mais Berbic fait signe qu'il va bien. C'est le champion. Il n'abandonne pas. L'arbitre, à contre-cœur, laisse continuer. 2 secondes plus tard, cette décision devient sans importance. Tyson referme à nouveau. Berbic tente un dernier jab désespéré. Tyson l'évite sans effort et lance le coup final. Un direct droit qui ne parcourt que 20 cm, mais porte toute la fureur accumulée des dernières 36 heures. Toute la rage des provocations, toute la détermination de prouver que chacun avait tort, tout l'entraînement de Cus D'Amato, toute la douleur de l'enfance de Tyson, tout condensé en un seul instant d'impact. Berbic tombe, mais cette fois, c'est différent. Son corps n'obéit plus aux commandes les plus basiques. Il tente de se relever et ses jambes partent dans des directions opposées. Il retombe, tente encore. Ses jambes ne fonctionnent plus. Il se relève en s'appuyant sur les cordes, titube en arrière, retombe. 3 chutes en 6 secondes. Son cerveau envoie des signaux que son corps ne peut plus traiter. L'arbitre arrête immédiatement. Il enlace Berbic, le protégeant de lui-même. Le combat est terminé. Temps total. 5 minutes et 35 secondes. 2 rounds incomplets. Trevor Berbic, l'homme qui s'est moqué de la taille de Mike Tyson seulement 36 heures plus tôt, est au sol, incapable de se tenir debout, incapable de défendre son titre, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'être porté jusqu'à son coin par son équipe. Mike Tyson devient le champion du monde des poids lourds le plus jeune de l'histoire, 20 ans et 4 mois. Mais il ne célèbre pas sauvagement, il ne court pas autour du ring en criant, il lève simplement les bras une fois, brièvement, puis les baisse. Son visage reste inchangé. Pas de surprise, pas d'extase. Il n'y a que confirmation. Il savait que cela arriverait. Il l'a toujours su. La seule surprise est que quelqu'un en ait douté. Dans les interviews d'après-combat, on demande à Tyson ce qu'il pense des provocations de Berbic à la pesée. Des commentaires sur sa taille, de la moquerie. Mike répond avec une simplicité dévastatrice. La taille ne signifie rien quand tu n'arrives pas à me toucher. La grandeur ne signifie rien quand tu es au sol. Il a trop parlé. Moi, je n'ai rien dit. J'ai laissé mes poings parler. Berbic mettra plusieurs minutes à retrouver une coordination complète. Dans les interviews suivantes, il admettra avoir complètement sous-estimé Tyson, n'avoir jamais été frappé avec cette vitesse, cette puissance, cette précision. Que la taille de Tyson était sans importance, car il transformait le désavantage en avantage. Que se moquer de lui fut la plus grande erreur de sa carrière. Ce combat deviendra légendaire non seulement pour ce qui s'y est passé, mais pour ce qu'il a représenté. La destruction de la sagesse conventionnelle de la boxe qui affirmait que taille et allonge étaient suprêmes. La preuve que technique, vitesse et puissance concentrée pouvaient y surpasser les avantages physiques. La démonstration que provoquait le mauvais adversaire ne l'affaiblit pas, mais réveille quelque chose de bien plus dangereux. Mike Tyson n'avait pas besoin d'être le plus grand. Il lui suffisait d'être le plus dévastateur. Et cette nuit-là, à Atlantic City, pendant exactement 5 minutes et 35 secondes, il a prouvé que la taille n'est qu'une mesure. La destruction est un art, et il en était le maître absolu. La foule est restée figée, non seulement par les 6 secondes chaotiques de la fin, mais par ce qu'elle a vu, la transformation de la moquerie en légende. Berbic a ri de la taille de Tyson à la pesée. Tyson a répondu par une démonstration que, dans la boxe comme dans la vie, ce n'est pas la taille de l'homme dans le combat qui compte. C'est la taille du combat dans l'homme. Et sur ce ring, Mike Tyson portait un combat que n'importe quelle arène pouvait contenir.